L'homme que tu vas découvrir dans cette vidéo est l'un des plus grands coachs préparateurs physiques du monde. Il a notamment entraîné Nicolas Anelka, Franck Ribéry ou Patrice Evra. Cet homme, coach Mehdi, a une histoire inspirante et peu banale qui va transformer ta vie. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment est-ce qu'il a fait pour sortir d'une zone orageuse, d'une zone où il était censé tout perdre dans sa vie, pour se hisser au top de l'élite des coachs. Tu vas également découvrir des techniques mentales qu'il applique aux plus grands sportifs internationaux du monde et que tu pourras retranscrire dans ta propre vie. Et pour terminer, tu vas découvrir une anecdote de malade sur Nicolas Anelka et le chanteur américain Jason Derulo qui te laisseront sans voix. Sur ce, si tu es prêt à transformer ta vie, regarde ça. Alors salut Mehdi. Salut Aziz. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Mehdi, je suis français d'origine marocaine et installé à Dubaï depuis 11 ans maintenant. Et voilà, je suis préparateur physique. J'ai une société sportive qui propose des services donc, de préparation physique athlétique, rééducation, réathlétisation, notamment pour les personnes qui sont blessées, avec aussi bien sûr tout ce qui est diététique, nutrition et motivation, parce qu'avec certains athlètes, effectivement, ça se passe beaucoup dans la tête et certains sont assez ouverts. C'est moins tabou qu'autrefois et maintenant on peut travailler sur cet aspect-là tout en le nommant. Parce que dans le passé, on le travaillait sans vraiment le nommer, sans vraiment le dire. Aujourd'hui, on peut un peu plus facilement en parler. D'accord. Et dis-moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es arrivé à Dubaï. D'où est-ce que tu es parti? Où est-ce que tu es né? Et comment tu es arrivé jusqu'ici? Alors, moi je suis né en France, je suis de Bordeaux à la base. Et ce qui m'a amené à Dubaï, c'est marrant. Donc j'étais boxeur, pratiquant de boxe thaï et instructeur aussi déjà. Et suite à un camp d'entraînement en Thaïlande et à une blessure à l'œil, une blessure très grave, puisqu'on parle quand même d'un décollement total de la rétine, et qui aujourd'hui, voilà, fait que mon œil gauche ne fonctionne pas, ou à 10%. Ça m'a mis à l'arrêt. Donc, j'ai pas arrêté le sport, c'est le sport qui m'a arrêté. Et donc, j'ai été pendant 1 an hospitalisé avec 7 opérations pour essayer de garder mon œil au moins. Et donc, du coup, quand tu es alité, tu as le temps de réfléchir. Et donc, je voulais donner une autre orientation à ma vie. Alors, je ne parle pas de carrière, puisque vraiment, c'était un choix de vie et pas de carrière. Parce qu'à l'époque, Dubaï, personne ne connaît. Tu disais Dubaï à quelqu'un à l'époque, il te disait quoi? L'Afghanistan, l'Irak, les barbus. Donc, c'était pas sur la carte comme maintenant. Et donc, moi, pour y avoir été en escale, j'avais beaucoup aimé le concept de ville-monde. Ville-monde avec toutes les nationalités, cultures réunies dans un seul endroit, avec du soleil et en même temps avec à la fois des infrastructures quand même assez modernes. Mais encore une fois, il faut recontextualiser, à l'époque, ce n'est pas du tout à la mode. C'est pas tendance Dubaï. C'est même un lieu paumé, voilà, les gens ne viennent pas trop. Donc c'est ce qui m'a amené ici, parce que j'avais un rêve plus jeune. On a souvent des rêves et souvent on dit que c'est que des rêves. Donc j'ai jamais pensé que j'allais vraiment les réaliser, tu vois. J'étais pas sûr à 100%, je vais le faire absolument, tu vois. Et moi, mon rêve, c'était de vivre à l'étranger. D'accord. Tu vois, là, en plus, on est en mouvement. Ouais, il y a un peu C'est ça. de bien placé ici. Le rêve, c'était pour moi de vivre à l'étranger, dans un pays au soleil, sur la mer, voire sur une île, quelque chose d'un peu d'exotique. Et à l'époque, ce qui me faisait rêver, c'était Los Angeles.
Los Angeles, ça me faisait un peu rêver, le côté ville, mégalopole, mais en même temps bord de mer, plage, mélange de cultures avec les influences mexicaines, portoricaines, latino, etc. Qu'on retrouve aussi à Miami, me faisait moins rêver Miami. Donc j'avais ce côté, ce rêve-là un peu fou comme ça, mais sans vraiment le faire. Et au fur et à mesure, j'ai voulu le faire, mais dans un endroit du monde qui me paraît un peu plus stratégique, parce qu'on est quand même à un carrefour régional, civilisationnel entre l'Europe et l'Asie, au cœur de l'Arabie, et donc aussi pour avoir les avantages d'un pays quand même avec un petit peu de valeur musulmane aussi, c'est toujours un plus. Et donc voilà, tout simplement, à la base, moi, c'est ça qui m'a motivé. Et moi, il y a une question que je me pose, Mehdi, c'est aujourd'hui, moi je me suis baladé avec toi à Dubaï et j'ai vu que voilà quoi, quand je marchais, les gens te reconnaissaient, les gens te connaissaient, tu t'es fait un nom, tu vois. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu es parvenu à te faire ce nom à Dubaï, à devenir même une référence de préparateur physique pour les footballeurs professionnels. Alors ouais, quand on marchait, bon, c'est pas tout le monde qui me reconnaît, hein. Je vais nuancer un peu, mais ouais, avec le temps, et pour répondre vraiment directement à ta question, je pense que ce qui m'a aidé le plus, et donc il n'y a pas de recette magique les gars, donc désolé pour ceux que je vais décevoir, c'est les résultats que j'ai obtenus, tout simplement. C'est pas pour mes beaux yeux, c'est pas pour ma longue chevelure, c'est tout simplement, moi je me suis fait vraiment connaître pour mes résultats. Donc les gens savaient qu'en travaillant avec moi, ils allaient obtenir des résultats durables, mais en même temps qui vont venir assez rapidement. C'est vraiment ça qui m'a fait connaître. Et donc par rapport à ça, j'ai travaillé avec beaucoup de gens et des particuliers. Donc mon nom, le bouche à oreille. Et ensuite, il y a un truc qui m'avait un petit peu aidé quand même à l'époque, c'était en 2015, il y avait une télé-réalité de boxe ici. Ça s'appelait White Collar. Et des Anglais qui étaient à la prod et qui faisaient monsieur, madame, tout le monde, qui se battent en boxe anglaise. Et donc moi je travaillais avec un gars français et je me suis rendu compte que c'était un peu truqué l'émission, qu'il fallait faire gagner certaines personnes et pas d'autres. Et moi, mon français qui m'ont donné, un peu chétif, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui est toujours derrière un ordinateur, dans le scénario, il était prévu de se battre contre des mecs plus forts que lui, qui en fait avaient pratiqué un peu la boxe en amateur, il devait se faire défoncer. Alors quand je l'ai su, je me suis bien sûr rebellé, comme dirait Jacques Messrine. Donc j'ai pris mon gars, j'ai dit écoute, voilà le projet pour toi, c'est une douille, voilà ce que nous on va faire. On va travailler en cachette de notre côté, je vais t'entraîner différemment. Je vais t'entraîner pour gagner sans pitié. Et tu es un peu sceptique au départ. Donc on a beaucoup travaillé et du coup, le gars est arrivé en finale. Contre toute attente. Et Yves s'appelle, si tu me regardes. Et donc Yves, il arrive en finale et il tombe contre un mec beaucoup plus lourd que lui. Comme tu sais, en boxe, il y a le poids. Donc là, l'émission a pris certaines libertés. Et donc Yves en finale, premier round, il gagne. C'est même pas par KO, c'est par arrêt de l'arbitre. On est en boxe anglaise, il a fait passer, en boxe, pas par une saisie, il a fait passer le gars, je t'enverrai la vidéo, il a fait passer le gars, au-dessus des cordes, le mec est tombé du ring. L'arbitre, c'est bon, on va pas avoir un mort sur la conscience, etc. Donc il gagne l'émission à plat de couture. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné un petit coup de boost. Voilà. Après, je travaillais avec des footballeurs, certains pas trop connus, et bouche à oreille avec les résultats, j'ai commencé à travailler avec des footballeurs de plus en plus connus, on va dire. Tu pourrais nous donner quelques noms, si c'est pas indiscret? Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, je travaillais avec Nicolas Anelka, des Franck Ribéry, Patrice Evra, ça je pense que peut-être certains le savent déjà, notamment l'épisode du high kick. Quand il jouait à Marseille, des Bruno Fernandes de Manchester United, des Nelson Semedo,
l'époque Juventus avec Mehdi Benatia, Pjanic, Matuidi, Djibril Sidibé, Kurt Zouma. Toi, quand tu arrives face à ce genre de joueurs, qui sont des athlètes confirmés, tu vois, comment est-ce que tu appréhendes la chose psychologiquement? Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, pour moi, je me dirais, waouh, ce mec est déjà à un haut niveau. Comment est-ce que je vais faire pour le rendre meilleur? C'est quoi ta, sans donner de secret, mais genre ta technique. Comment est-ce que tu dis, ce gars-là, quand il va sortir de chez moi, je vais obtenir encore un meilleur résultat? C'est une bonne question, parce que je vais d'abord commencer par te dire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que quand tu es un coach, tu te dis, putain, l'autre c'est un pro, c'est une machine, je vais le tuer pour l'impressionner. Donc, je vais le bêtement, sans aucune raison derrière. Juste pour dire, ah, t'as vu, t'es mort, je t'ai tué, je suis fort. Donc ça, c'est l'erreur commune de tous les coachs. C'est très bête. Tu dois d'abord, je pense, étudier, déjà connaître quels sont ses objectifs nommés, dits. Quels sont les objectifs qu'il ne dit pas. Donc tu dois être suffisamment fort et avoir de la bouteille, de l'expérience pour savoir aussi ce dont il a besoin et non pas ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. C'est quand même deux choses différentes. Donc oui, je vais t'apporter ce que tu me demandes, mais je vais t'apporter aussi ce dont tu as besoin. C'est ce qui fait aussi moi ma signature. Mais pour ça, tu dois aussi connaître l'homme et la psychologie, la personnalité de l'athlète. Et à partir de ça, tu sauras justement comment déterminer, 1, ta charge de travail, 2, ce dont il a besoin mais qu'il ne dit pas. Tu vois? Et là, pour le coup, c'est des vraies clés. Ce n'est pas un discours bateau que je te donne de vrais insights que les gens ne disent pas en général. Et c'est vrai. Et à partir de là, tu peux commencer à établir un plan, une méthode de travail pour arriver à ces objectifs-là. Et toujours essayer de le pousser en dehors de sa zone de confort, puisque le footballeur, toute l'année, il est dans sa zone de confort, réellement. Et, mais sans le tuer. Le footballeur aime faire ce qu'il sait faire. Il est formaté depuis l'école de foot à courir son foncier, son footing tant, à faire son fractionné tant, si possible sur un terrain avec les mêmes courses qu'il a l'habitude de faire, ou les mêmes baskets et les mêmes crampons, avec le même chrono. Il est vraiment hyper formaté, le joueur. Tu peux t'amuser sur des joueurs qui sont un peu plus fantasques, un peu plus créatifs, un peu plus offensifs, qui ne sont pas des robots, des machines. Eux, ils ont une part d'improvisation dans leur jeu. Donc avec eux, tu peux aller chercher certaines choses. Mais voilà, le joueur, même si dans son format, tu dois le sortir de son format, mais tu ne dois pas le choquer dessus. Tu dois l'amener vers ton format. Tu vois? Tu ne dois pas faire une révolution. Donc c'est un dosage, encore une fois, c'est un dosage et ça vient aussi avec ton expérience. Mais ouais, le joueur de foot est formaté, quoi. Il dort, il mange à heure fixe, il mange la même chose. Il y en a, ils sont tellement superstitieux. Ah, c'est mon slip du match, je le mets. Ça, c'est ma place dans le bus qui gagne, donc je me mets là. Il y a plein de petits trucs, tu vois. Et des fois, c'est arrivé à dire non, regarde, ce cadre qu'on t'a mis, c'est un cadre faux. On va le casser et on va te mettre un cadre plus grand où tu as beaucoup plus de possibilités et d'opportunités, où tu vas voir des choses que peut-être tu n'aurais pas vues avant. On va t'enlever un peu tes œillères. C'est ça le truc. Il y a une autre question que je me pose aussi. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des joueurs qui venaient justement avec un mental très bas lié à des performances qui étaient pas très bonnes sur le terrain, alors qu'ils ont pourtant un très bon potentiel? Et comment est-ce que tu as fait pour réactiver la flamme en eux, tu vois, pour avoir cette partie motivation? Très bonne question, et réelle en plus. C'est arrivé très souvent, et c'est difficile pour moi d'en parler. Je préfère que ce soit eux qui en parlent, parce qu'ils l'ont déjà fait. Mais c'est aussi quelque part ma signature. Le meilleur exemple, c'est un exemple où, et ça serait bien qu'ils le disent eux-mêmes, mais bon, souvent c'est à la trêve hivernale, tu as des joueurs qui jouent peu, ou qui sont blessés, qui arrivent ici. Alors je ne vais pas dire que je ne vais pas en prendre toute la gloire et le bénéfice. Je pense que ce n'est pas que moi, il y a un contexte. C'est l'hiver en Europe,
tu as des mauvaises performances, tu es blessé. Bon, tu arrives à Dubaï, il fait beau, c'est sympa, tu es dans une autre énergie. Tu rencontres des gens d'autres cultures qui sont quand même hors de ton contexte, qui sont très on va de l'avant, essaye d'être très positif, etc. Tu te sens bien, tu passes des bons moments. Si tu passes des bons moments et que tu te sens bien et que ton entraînement il est bien adapté, bien calibré et qu'il y a un aspect aussi psychologique, motivation dans ton training, je pense que tu vas débloquer certaines choses en toi. Et ça m'est arrivé très très souvent. Et j'ai même des exemples, j'en ai plein. Il y avait des joueurs, je pense là de suite parce que c'est quelqu'un que je connais bien et que j'aime bien, c'était Ibrahima Diallo, le frère d'Abdou Diallo, qui jouait à Brest en 2e division à l'époque, qui joue aujourd'hui en 1re division en Angleterre. Donc à l'époque, il n'est pas connu, il est du centre de formation de Monaco. Et moi à la base, je viens pour travailler avec Abdou Diallo, qui à ce moment-là joue à Dortmund. Et là, Ibra, il vient, il s'entraîne avec nous. Et tu vois, il suit son frère et tout, il a un déclic. Donc moi, je le connais parce que je suis beaucoup Monaco. Je sais qui c'est, même s'il est inconnu à ce moment-là, moi, je sais qui c'est. Je connais les jeunes du centre. Et il part comme ça. Et puis en plus, avec la famille Diallo, j'étais très proche de la famille. Je parlais un peu avec tout le monde, je restais beaucoup avec eux. Tu vois, il y a un aspect vraiment humain, là pour le coup, qui était très puissant avec eux. Et donc quand il repart, il est remplaçant en D2 à Brest. Il explose tout, il joue, il s'impose en tant que titulaire. Brest monte en D1. Derrière, il fait une super saison D1. Il revient me voir, on travaille. Et je lui dis, putain, t'as vu ton évolution, c'est incroyable. Et lui-même il m'a dit, c'est Dubaï qui m'a fait un déclic. Et je dis, tu vois ton déclic maintenant, t'es revenu une 2e fois. Tu sais c'est quoi ton prochain déclic? Et j'espère que tu auras l'occasion de l'interviewer et de le contacter, il va te dire. On est sur un bateau et je lui dis, tu sais quoi? Tu vas jouer en Angleterre. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Je suis à Brest, on est en D1, c'est bon, tu vas jouer en Angleterre, tu verras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a signé à Southampton en Angleterre en D1. Et tu vois, des fois, tu peux être un inconnu de D2 et ensuite devenir un joueur de première ligue en Angleterre. Mais j'en ai plein, je peux te citer même des Julien Lopez aussi, qui était frère de Maxime Lopez. Je peux te citer plein de joueurs, même qui étaient blessés. J'avais à l'époque Gilet qui jouait à Lens, qui est blessé. On a un protocole avec le club, on travaille pour le mettre en place, mais il vient ici, il ne devait pas finir son protocole. Il arrive, je ne sais pas par quel miracle, à le soigner. Donc on fait de la réathlétisation, rééducation. Il rentre, le gars est apte pour finir la fin de la saison, les playoffs, Lens monte en 1re division, c'est le capitaine. Des trucs de dingue comme ça. Après, si je réfléchis, je vais t'en donner d'autres exemples, mais là, les premiers qui me viennent à l'esprit, vraiment, c'était ça, quoi. C'était choquant. C'était vraiment, ouais, c'était surprenant. En fait, le fait que les joueurs viennent ici, ça crée un déclic en eux, quoi. Ben, tu es hors de ta zone de confort, hors de ton club. Un joueur blessé dans son club qui fait sa réduc, c'est pas pareil. C'est l'hiver, par exemple, il fait gris, il fait pas beau, tu es toujours dans ton contexte club avec tes collègues, tu te sens à part parce qu'eux, ils jouent pas toi, donc tu te sens un peu une merde. C'est humain. Ouais. Si tu as fait du sport et que tu as été blessé, tu peux pas, tu es puni, tu te sens une merde. Tu te sens impotent, tu es dégoûté. Ben, essayons d'utiliser cette frustration, parce que c'est une énergie la frustration, et de la sortir de son contexte et d'en faire quelque chose de positif. Ce que moi j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire en étant à l'hôpital, en étant alité, en ayant perdu l'usage de mon œil, et même en étant, tu sais, parce qu'après quand tu restes longtemps en alité, tu perds tes muscles, tu prends du gras et même ton équilibre avec l'oreille interne, je n'avais plus le même sens de l'équilibre, tu repars à zéro. Ben, essayer de tourner ça en quelque chose de positif. Donc c'est ce que j'essaye moi de faire avec les gens qui travaillent avec moi. Utiliser quelque chose de négatif, en tirer une énergie, parce que tout est énergie, et le transformer en positif. Un autre exemple, pour ceux qui me connaissent, moi quand j'étais enfant, j'étais asthmatique, très asthmatique et dispensé de sport. Je n'avais pas le droit de faire du sport. Et donc c'est très frustrant, tu vois, tu es enfant, tu es un peu en surpoids en plus, tu peux pas faire de sport, tu es dégoûté. Et donc moi, je partais pas en vacances, je partais dans des centres pour asthmatiques. Notamment, il y en a un qui est connu à la Bourboule, celui-là il était remboursé par la Sécu, donc quand tu viens de citer, tu n'as pas d'argent, c'est le top, tu vois, tu n'as pas 36 000 solutions. Et donc je partais là-bas, c'était un peu de la torture parce qu'on nous faisait respirer avec des trucs, de la vapeur, on nous mettait des jets
tout nu avec des gros jets de pompiers, des trucs de fou. Et après, l'après-midi, c'était des randonnées en montagne. Donc, moi qui viens de milieu urbain, cité, la montagne, je ne connais pas. Et le concept de marcher 5 heures avec un sac à dos, quand tu as 12 ans, je ne connais pas, tu vois, ça, je connaissais un peu les escaliers, mais c'est tout. Et donc très dur hein, psychologiquement à accepter cette discipline, ce truc-là, cette obligation. Surtout que quand toi, tu es jeune, tu es enfant, tu montes, tu penses que tu as fini, non, il y a la descente, c'est pire que la montée. Donc ça, c'était pour améliorer en fait ce qu'on appelle le foncier dans le sport, les capacités cardiovasculaires et cardio-respiratoires en aérobie, c'est-à-dire un effort qui est peu intense mais qui est long. Donc ça, ce sont des choses que j'ai vécues qui ont été difficiles à ce moment-là et qui m'ont aidé quand même à améliorer ma santé et mon physique et avoir une vie, essayer d'avoir une vie normale. Et moi, je voulais jouer au foot avec mes potes, juste pour être avec les potes. Je n'avais pas de prétention de quoi que ce soit. Et donc, j'ai dû beaucoup travailler jeune, enfant, entre 10, 12, 13, 14 ans, pour essayer d'avoir une santé normale. Juste ça. C'est pas péter les scores, juste être normal. Et grâce à Dieu, voilà, ça s'est fait. Et donc après, j'ai pu commencer à jouer au foot en club, mais je n'avais pas les capacités cardiovasculaires pour le faire. Donc j'ai dû commencer à être gardien de but, juste pour être avec mes potes. Tu vois, alors que je n'avais pas la vocation à être gardien de but. Mais au fur et à mesure, tu es gardien, donc tu fais des entraînements, tu fais des trucs, tu bouges, tu es actif, tu continues. Et petit à petit, tu gagnes petit à petit. Et ensuite, tu peux jouer dans le champ. Et en jouant dans le champ, tu améliores tes capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires, etc. Et tu joues avec tes potes, donc tu es épanoui. Je propose qu'on fasse un exercice cardiovasculaire ouais. en marchant là. Allez, c'est parti. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'essayer de transformer quelque chose de négatif en positif et d'utiliser une forme de frustration qui est une énergie et de le transmettre dans quelque chose de positif où tu vas être épanoui, où tu peux te sentir bien. Parce qu'un joueur blessé, par exemple, s'il se sent bien dans sa tête, son corps va suivre. Tu vois. Des fois, ça peut être des problèmes personnels, familiaux, de couple. Ça peut être avec le club, des relations ou un contrat à expiration, etc. Plein de choses qui font que, et du coup, ça va t'affecter au final. Ça. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Et donc l'idée, c'est d'essayer de se sentir bien. Donc, ouais, voilà, ça fait partie de la méthode. Et c'est vrai que j'ai souvent eu dans mon expérience des athlètes qui sont venus et qui après, ils se sont sentis tellement bien libérés. Je pense que c'est beaucoup plus psychologique que physique. Et qui derrière ont explosé. Et ça s'est bien passé pour eux. Parce que le plus important pour un athlète, c'est de se sentir bien dans sa tête. Parce que jouer au foot, il sait déjà jouer au foot en fait. Peut-être qu'il a oublié qu'il sait bien jouer. Peut-être qu'il a oublié qu'il court vite, ou qu'il est résistant à l'effort, ou qu'il est solide, ou qu'il est endurant, ou qu'il est intelligent tactiquement. Peut-être qu'il a oublié. Mais tout ça, il sait déjà le faire. Et mon travail, c'est de l'aider à ce qu'il puisse se réapproprier ses qualités en fait. Puisque moi, je peux l'aider sur des petits trucs, mais même quand on fait des séances terrain-ballon, je peux l'aider sur la position du corps au moment de frapper ou de faire une action. Mais en fait, il le sait déjà. Je ne suis pas Guardiola, je n'ai pas révolutionné le football, je ne suis pas Johan Cruyff. Mais un truc tout bête, tu vois. Je travaille avec des joueurs, parfois je leur dis, mais tu sais, dans ta course, tu vas frapper le ballon, tu devrais prendre une demi-seconde d'arrêt juste avant de frapper pour avoir une forme de relâchement, de plénitude et de bien apprécier tout ce qui est en train de se passer autour de toi, comme si le temps s'arrêtait. Un truc bullet time effect à la Matrix, tu vois. Ouais. Et tu verras que tu vas cadrer beaucoup plus de balles. Et ça, c'est quelque chose qu'en vrai, il le sait déjà. Tu vois, mais il n'y pense plus. Il est rentré dans une forme de routine où on lui a dit de faire ça le plus vite, donc il y va. Mais
faut se connecter à soi-même et c'est sur des petits détails, des fois comme ça, sur des petits détails aussi cons que ça, que bah, tu peux faire une différence. Parce que je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Hein. Tu as vu quand tu pars au travail le matin et que tu pars 5 minutes en retard. C'est rien 5 minutes. Hein. C'est rien, oh, c'est rien 5 minutes. Ouais. Mais ces 5 minutes-là que tu as perdu dès le départ, à l'arrivée, tu as raté le bon wagon et du coup tu vas arriver 30, 40, 50 minutes en retard. Tu vois? Et des fois, c'est ces 5 minutes-là que tu ne peux pas te permettre de rater. Et ces 5 minutes-là, quand tu arrives 10 minutes en avance et tu es serein à ton travail, à ton bureau et tu as le temps. Tu as le temps de parler aux gens, de dire bonjour, de prendre un café, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de te sentir bien. Quand tu arrives 30, 40, 50 minutes en retard, tu le sais très bien, tu es énervé. Tu es énervé, tu es zaf. Et tu sais que tu vas mal commencer ta journée quoi qu'il arrive. Toutes tes interactions après elles vont être Donc voilà, des fois c'est des petits trucs comme ça qui font la différence. Et voilà, on en avait parlé un petit peu, c'est aussi beaucoup ce que j'appelle aussi qui peut se rapporter à l'effet cumulé, tu vois, de faire une petite chose plusieurs fois et qui au final sur le long terme va t'amener un résultat, un gap énorme. Parce que si sur un an, je dis des bêtises, hein, tu fais, je sais pas, on va dire un truc tout con, tout bête, 10 minutes de respiration ou de yoga ou de footing, 10 minutes c'est rien, hein, avant d'aller au travail par exemple, ou le soir, sachant que toi tu ne fais rien. Ben, à la fin, ces 10 minutes, c'est 70 minutes sur une semaine, tu vois. Sur un mois, ça va te faire 280 minutes. Sur un an, ça va te faire plus de 3000 minutes. Et 3000 minutes où peut-être, si tu fais un ratio, c'est ce qui te permet au final de ne pas avoir pris de poids. Juste ces simples 10 minutes. Sur un an, ça t'a permis de te maintenir. Alors que pourtant, tu ne fais aucune diète, tu ne fais pas attention à ce que tu manges. Mais tu as fait ce petit effort de 10 minutes qui te paraissait rien du tout, mais qui à la fin, voilà. Donc, ouais, pour moi, le secret, c'est dans les détails et dans les petites choses. C'est comme ça qu'on a des résultats. Et comme on dit, il n'y a pas de, comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas de sous-métier, mais il n'y a pas de sous-effort dans ce qu'on fait. Donc, si tu ne vas pas à la salle faire 1 heure, c'est pas grave. Si tu ne prends pas soin de toi pendant 1 heure, c'est pas grave. Si tu y vas 1 fois par semaine, 1 heure, ben, je préfère que tu y ailles 10 minutes tous les jours. Tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats physiologiquement et psychologiquement. Tu vas te sentir bien et tu auras un cadre. C'est très important, je pense, dans la réussite d'avoir un cadre. J'écoutais une vidéo, je ne sais pas si c'est la tienne d'ailleurs, et cette vidéo, elle m'a marqué. Elle est con la vidéo, mais elle m'a marqué. Tu vas rigoler. C'est pour réussir, faites votre lit le matin. Ouais, je l'ai vu. C'est L'armée. un général américain. Ouais, tout à fait. Et en fait, ça paraît con, parce qu'on a tous été, surtout nous les mecs, on n'aime pas faire notre lit, etc. Mais en fait, c'est tout con. En fait, et même je ne comprenais pas pourquoi à l'armée on te disait fais ton lit, fais ton lit. En fait, c'est pour te donner un cadre et une rigueur. Tu as fait ton lit, tout est propre et carré, tu as l'esprit libre et tu t'es mis une discipline. Tu as entraîné en fait ton esprit à un cadre. Ça veut dire ça de faire son lit. Et c'est con, mais je te jure que c'est vrai. Moi, je l'ai fait, je l'ai pris au pied de la lettre. Hein. Fais ton lit et tu réussiras. Et c'est vrai. Les gars, vous voulez devenir millionnaire? Faites votre lit. Faites votre lit. Moi, je ne vais pas parler de mon patrimoine. Je n'ai pas envie d'avoir des histoires ou quoi que ce soit, ou de faire le beau, ou peu importe. Mais si tu veux quand même une certaine réussite, je t'assure que faire son lit, c'est un truc hyper sous-estimé. Et ça va t'apporter un cadre. Parce qu'une fois que tu as fait ton lit, tu vas faire un autre truc, une autre habitude. Parce que tu auras un cadre. Tu sauras où tu vas, tu n'auras pas de pensées confuses et désorganisées. Et tu auras une paix de l'esprit. Donc ouais, la rigueur, c'est important aussi.
j'aimerais que tu nous parles aussi de la manière dont tu vas combattre ta peur. Ah ouais. Et tu vois, tu m'as parlé d'une histoire de requin. Ouais, Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu? ouais. Ben déjà, le concept de la peur, il est humain. Il peut être à la fois bénéfique et négatif. Donc, il ne faut pas voir la peur comme quelque chose de 100% négatif. Exemple, il y a le feu, tu mets pas ta main, tu as peur, tu mets pas ta main, tu ne brûles pas, donc tu es en vie. C'est aussi un garde-fou pour ne pas mourir un peu la peur. Après, il faut savoir la dompter, il ne faut pas avoir peur tout le temps. Moi, j'ai peur de certaines choses, mais ce n'est pas parce que j'ai peur que je ne vais pas les faire. J'ai peur du vide. Dès que j'ai une occasion d'aller dans le vide, je le fais. Tout le temps. La peur, quand tu boxes, celui qui dit qu'il n'a pas peur, il ment. Tout le monde a une peur. Mais ce n'est pas la peur que tu pourrais croire. Ce n'est pas la peur de la douleur. Ah, j'ai mal. Non. Tu as la peur de perdre. Tu as la peur d'être ridicule. Tu as la peur qu'on t'éteigne la lumière. Tu vois? C'est de l'ego. Tu vois? C'est pas une douleur. Tu t'entraînes pour pas avoir mal de toute façon. La douleur, tu l'apprivoises. Mais comment je vais dompter ma peur? Et donc, un de mes exercices que j'avais fait, un jour, j'espère que tu auras l'occasion d'interviewer Nicolas Anelka, il te la racontera, pour sortir de la zone de confort et travailler sur nos peurs, puisque moi aussi, c'était un exercice où j'avais une crainte. Juste là, de l'autre côté, là-bas, il y a une marina où il est interdit de se baigner. Et il y avait 3 requins. Donc c'est passé partout dans les journaux. Alors attention, c'est pas les dents de la mer des grands requins, des grands blancs mangeurs d'hommes. Ça reste quand même des requins, c'est un animal sauvage. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc je vais chercher Nico pour sa séance et je lui dis bon, aujourd'hui tu mets des baskets que tu n'aimes pas, des vêtements que tu n'aimes pas. On va se mouiller, on va se salir. Et on va faire quoi? Tu verras. Donc on part dans le training du jour, c'était le parcours. On court, on saute, on escalade, on se roule par terre, on fait des trucs de dingue. Et avec Younous d'ailleurs, il était là, pote à Nico. Et on arrive sur la jetée et on arrive au bout. Et il dit bon, ben on fait demi-tour. Je dis non, on ne fait pas demi-tour, ça s'arrête ici pour nous. Il me dit comment ça? Je dis on doit aller là-bas de l'autre côté de la rive. Mais ouais, on fait le tour et on va de l'autre côté de la rive. Non, on va plonger, habillé. Il me dit mais t'es malade toi. 1, c'est interdit, personne ne se baigne ici, c'est pas fait pour plonger. 2, il y a des requins là. Et justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'il y a des requins qu'on est là. C'est pour combattre nos peurs. Moi le premier. Moi, c'est pas un chat, un requin. Hein. Je vais pas le prendre, tu vois, je vais pas le caresser. J'ai peur. Surtout dans l'eau. Tu sais pas ce qui se passe dans l'eau. T'es pas dans ton environnement, tu es dans son environnement. Et tu vois pas ce qui se passe. Ça chauffe, on se chauffe et tout. Boum, on plonge comme des dingues. Et on nage. Et je vous invite un jour à nager habillé. Dans des eaux, pas à la piscine. Hein. La piscine, tu es dans ton confort. Va dans l'eau, va dans la mer où il y a de la vie. Va plonger habillé avec tes baskets. Tu verras la sensation. Tu verras que tu vas pas te sentir à l'aise. Tu es lourd. Tu nages. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous de toi. Tu te dis merde, à tout moment il y a un requin. Donc tu commences à te faire des films. Donc tu te crées toi-même ta peur. Parce que objectivement pour l'instant il n'y a rien. Tu vois, tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais tu es toujours dans l'anticipation. L'humain il aime bien anticiper, il aime bien. On nage. On arrive sain et sauf à la rive. Et c'est une rive où il y a des villas privées. Hein. On n'a pas le droit d'être là. Hein. On est là, c'est vraiment, on est en mode Lampedusa, migrants à la nage, 2 Arabes, bain noir, propriété privée, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, là il nous manque que les menottes, c'est fini. La sécurité arrive pour nous embarquer, ça faisait partie du jeu, le danger de la sécu. Et heureusement la sécurité, il a reconnu Nico, il a dit ah Nico, etc. Il nous a gentiment mis dehors. Mais on n'a pas fini en tôle. Contrairement à un tournage que j'avais fait avec Jason Derulo, qui était passé dans le monde entier, où il s'entraînait à l'époque avec mon 4x4, comme j'avais fait avec Pat Evra, où lui, pour le coup, on a fini en prison après le tournage. Oui, histoire vraie, ouais, histoire vraie. Comment ça s'est passé? Il n'a pas d'autorisation de tournage. Il me dit yeah man, chill man. On bloque la route, on est dans l'hôtel du Cher, à Meydan. On fait un super tournage, super vidéo, c'est passé partout dans Man Health, etc. Viral la vidéo, où il tire mon 4x4 avec des barres TRX. Un vrai truc, c'est pas du fake. Hein. Et nous, on craque. Drone, caméra, tout. Tu sais, drone à Dubaï, tu sais comment c'est, tu peux pas. Et là, on bloque la circulation, on bloque les voitures, les officiels. Non, arrêtez-vous, passez par là. On fait des dingueries. Et les flics arrivent. Les flics sont tellement impressionnés qu'on a autant de toupets qu'ils nous laissent finir. Parce qu'ils disent non, eux, c'est trop. Hôtel du Cher, drone, blocage de route, voiture, sens interdit. Ah, ils font tout, eux, c'est sûr que c'est.
c'est Fast and Furious, il y a quelque chose, c'est pas possible. Il vient, ils sont très gentils au début. Pardon, excusez-nous, ça va, non, juste pour l'autorisation de tournage, s'il vous plaît, après ça va. Et là, Jason, il parle chinois, tu vois. Il parle haïtien après. Et l'autre, le visage, il change après. Ah, il vient de comprendre le flic que tout ça, c'était de la piraterie. Et là, il dit, ah non, d'accord, très bien. Non, je comprends tout à fait. Viens, on va parler, viens. Non, assieds-toi confortablement, rentre dans le véhicule. Rentre, t'inquiète pas, tu vas être au frais dans la clim et tout, bien. Mais le véhicule, c'est un fourgon cellulaire. Et là, il nous embarque, prison à Dubaï, putain. On arrive. Donc déjà, le chef de la police, il me voit, c'est un fan de foot. Il me dit, mais toi, t'es le coach de Patevra, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es battu? Je dis non. T'es avec qui? Et là, je dis, je suis avec Jason Derulo. Jason Derulo, putain, mais j'étais à ton, comment on appelle ça? À ton showcase hier soir et tout. Trop bien, qu'est-ce que tu fais là et tout? Tu portes plainte contre lui? Non, on a fait une vidéo ensemble. Ah bon? Mais c'est quoi comme vidéo? Il regarde la vidéo, il dit, ah ouais, d'accord, c'est ça. Bon, vas-y. Allez, libérable. Et on va où ce soir? Donc là, tu es obligé de faire plaisir au chef de la police parce qu'il voulait qu'en mode, ah vas-y, on fait quoi ce soir? Et voilà comment ça s'est terminé pour cette histoire de la prison. Donc